Imaginez, vous débarquez sur un campus universitaire, plein d'appréhension pour votre première journée, et là, des étudiants viennent vers vous, vous saluent avec enthousiasme, vous appellent par un autre nom. Vous croyez une blague, mais non. Tout le monde semble persuadé de vous connaître. C'est exactement ce qui est arrivé à Robert Shafran en 1980, il est alors âgé de 19 ans. Lors de son premier jour à l'université Sullivan dans l'état de New York, un simple quiproquo débouche sur une vérité inimaginable. Il n'est pas fils unique, il a un jumeau. Puis finalement, son jumeau et lui découvrent ensemble qu'il y a un autre frère caché. Ils sont en fait des triplés. Cette histoire réelle, digne d'un film de science-fiction, a inspiré le documentaire choc Three Identical Strangers. Mais au-delà de la surprise et de l'émotion, c'est une expérience scientifique secrète et controversée qui se cache derrière leur séparation. Voici l'histoire glaçante de l'expérience Neubauer. Tout commence par une erreur d'identité. Robert Shafran pose le pied sur le campus universitaire et dès les premières heures, les étudiants lui disent « Hey Eddie, t'es de retour ?» Confus, il assure qu'il ne s'appelle pas Eddie. Pourtant, tout le monde semble convaincu qu'il est le sosie d'un ancien étudiant, Edward Galland. Un ami d'Edward, Michael Domnitz, entend parler de cette ressemblance frappante et s'empresse d'aller à la rencontre de Robert. Michael lui demande s'il a été adopté et si son anniversaire c'est le 12 juillet 1961, chose que Robert confirme. Michael lui apprend alors que Robert a un jumeau. Les deux hommes courent dans une cabine téléphonique et pour la première fois, Eddie et Robert se parlent. Robert est choqué car c'est comme s'il entend sa propre voix à l'autre bout du téléphone. Suite à cet appel, Robert et Michael prennent la route pour rejoindre Edward qui est à 11 heures de route. Lorsqu'ils se voient pour la première fois, Robert et Edward ont l'impression de se regarder dans un miroir. Mêmes yeux, même sourire, même carrure. Mais ce qui les bouleverse le plus, ce sont les similitudes troublantes de leur vie. Ils découvrent qu'ils partagent les mêmes manières de parler, les mêmes postures, les mêmes goûts, de leur nourriture préférée à leur style de fille. Ils ont tous les deux pratiqué la lutte au lycée, ils fument les mêmes cigarettes, ils rient de la même façon, et plus étonnant encore, ils terminent souvent les phrases de l'autre. Les médias s'emparent de cette histoire extraordinaire. Leur photo fait la une des journaux. Pendant ce temps-là, à New York, une famille qui lit cette histoire font une découverte surprenante. Leur fils David ressemble comme deux gouttes d'eau à Edward et Robert, surtout leurs mains qui ont la même particularité que celles de David, elles sont grosses et charnues comme des gants de baseball. David, Edward et Robert ont la même date de naissance, la même apparence, les mêmes mimiques et surtout ont été adoptés via la même agence d'adoption. David réussit à trouver le numéro de la famille d'Edward et donc les appelle. Alors qu'il tombe sur la mère d'Edward et qu'elle lui demande la raison de son appel, il lui répond simplement « Je m'appelle David Kellman, je suis né le 12 juillet 1961, j'ai un journal sous les yeux et je vois deux sosies de moi. Je pense être le troisième. » Sous le choc, la mère d'Eddie fait tomber le téléphone en criant « Mon Dieu, ils se multiplient comme des petits pains !» Le lendemain, ils se rencontrent pour la première fois. Et la ressemblance est à couper le souffle. Le choc est émotionnel, presque surnaturel. Trois jeunes hommes qui ont grandi séparément, mais qui se retrouvent avec une alchimie instantanée. Comme s'ils s'étaient toujours connus. Ils passent leur première journée ensemble à rire, à danser, à dormir dans le même lit. Les images de leurs retrouvailles font le tour des États-Unis. Les triplés deviennent des icônes. Plateau télé, talk show, même tenue vestimentaire, ils répondent en chœur aux questions des journalistes. Ils ont les mêmes attitudes et mimiques, leur lien est incroyable. Tout semble les unir, sauf leur passé. D'après le rédacteur en chef d'un journal, ils sont plus clones que frères, ce qui est plutôt stupéfiant car ils ont grandi dans des familles adoptives très différentes et sans savoir qu'ils avaient des frères. Robert a grandi dans une famille aisée. Son père est médecin, tandis que sa mère est avocate. Ils vivent dans l'un des quartiers les plus prestigieux des États-Unis. Edward a été élevé dans un foyer de classe moyenne, son père étant professeur. David, quant à lui, a grandi dans une famille de classe ouvrière, ses parents sont des immigrants, ne parlant pas très bien anglais et tenant une petite boutique. Mais le bonheur de ces retrouvailles laissa rapidement place à la colère pour les parents des triplés, qui ne comprennent pas comment l'agence d'adoption a pu leur cacher un tel secret. D'autant plus que durant les premiers mois dans leur nouvelle famille, les bébés faisaient exprès de se cogner la tête contre les barreaux de leur berceau ou les murs, afin de perdre connaissance, ou alors ils retenaient leur respiration jusqu'à s'évanouir. Ils étaient clairement angoissés à cause de la séparation avec leur frère, chose que les familles ne pouvaient savoir. L'agence à l'origine de leur adoption est la Louise Wise Services. Cette agence a été fondée en 1916 et elle est chapeautée par l'élite sociale, politique et économique de New York. C'est l'agence référence de la côte Est concernant l'adoption des bébés juifs. Les parents adoptifs des triplés décident de se rendre à l'agence d'adoption pour avoir des réponses. Ces derniers se défendent de deux manières. La première étant qu'ils ont comme politique de donner le strict minimum d'informations concernant la famille du bébé adopté, et la seconde, c'est qu'ils ont décidé de séparer les triplés, car sinon ils n'auraient jamais été adoptés par la même famille. C'était dans leur propre intérêt. Le rendez-vous se termine, et les parents quittent donc l'agence, mais dehors, le père de Robert se rend compte qu'il a oublié son parapluie à l'intérieur. Et lorsqu'il entre à nouveau dans l'agence, il est stupéfait par ce qu'il voit sous ses yeux. Il voit le conseil d'administration de l'agence ouvrir une bouteille de champagne et célébrer le fait qu'il soit passé à côté d'un énorme scandale. Suite à ce rendez-vous, ils décident de se tourner vers des cabinets d'avocats, mais ils font face à un énorme problème. Aucun ne souhaite les défendre, car de nombreux leurs associés essayent d'adopter via cette agence.
L'ambiance du côté des triplés est bien différente de celle de leurs parents. Après l'euphorie des retrouvailles, ils décident de ne plus se quitter. Ils s'installent ensemble à New York et décident de capitaliser sur leur notoriété. À l'époque, l'Amérique est fascinée par leur histoire. Et ils enchaînent les apparitions dans les médias, allant jusqu'à jouer les triplés dans des publicités ou des films amateurs, jouant même un film avec Madonna. Ils passent tout leur temps libre à faire la fête et à profiter de tous les plaisirs que New York leur offrait, enchaînant des soirées de folie. Petite anecdote amusante, un jour Edward a eu l'appendicite et n'ayant pas de mutuelle, il s'est fait admettre à l'hôpital sous l'identité de Robert. Il lui en avait une et s'est donc fait opérer sans débourser le moindre frais. Très rapidement, ils trouvent chacun leur moitié et Edward est le premier à se marier et à avoir un enfant. Pour lui, la famille c'est quelque chose de très important et il veut absolument que cette dernière ait la plus belle vie possible. Il ressent donc le besoin de retrouver sa mère biologique. Et les triplés ont donc l'idée de se rendre à la bibliothèque de New York qui met à disposition tous les registres de naissance. Ça ne doit pas être bien compliqué de trouver des triplés nés le 12 juillet 1961 et après quelques minutes de recherche, ils tombent enfin sur le nom de leur mère biologique. Ils organisent rapidement une rencontre dans un bar et lors de cette rencontre, elle leur a expliqué qu'elle est tombée enceinte lors du bal de promo, qu'elle ne pouvait pas les assumer. Leur mère biologique étant alcoolique et les triplés ayant déjà des parents qui les aiment, ils ont décidé de ne pas l'intégrer à leur vie. Et c'est avec un projet commun qui marque les esprits. Ils ouvrent un restaurant à succès à Manhattan, nommé Triplets Romanian Steakhouse. Un clin d'œil à leurs racines juives et à leur lien unique. Le restaurant devient un lieu culte, attirant les curieux et les célébrités. Les clients viennent autant pour les plats que pour voir de leurs propres yeux ces trios improbables. La première année, ils engrangent plus de $1 million, c'est énorme. La vie semble parfaite, mais en coulisses, les premières fêlures apparaissent. Car au-delà de leur ressemblance physique et de leur goût commun, les triplés sont aussi le produit de 3 éducations différentes. Leur personnalité, leur rapport à l'autorité, au stress, à l'argent, diffèrent parfois radicalement. David est le plus posé, analytique, avec un tempérament plus stable. Robert de son côté est plus extraverti, spontané, voire impulsif. Edward, lui, aussi entre les deux, mais porte une fragilité psychologique que ses frères peinent à comprendre. Les disputes deviennent fréquentes. Les conflits internes sur la gestion du restaurant, les finances et même leur image publique finissent par entamer leur relation. Ces tensions mènent à une première rupture temporaire, puis à une prise de distance progressive. Robert décide de prendre ses distances, ce que David et Edward ont très mal vécu, se sentant trahis. Robert, quant à lui, s'est senti évincé. Leur relation a considérablement été détériorée et celui qui en a le plus souffert, c'est bien évidemment Edward qui accorde une grande importance à la famille. Eddie commence à vriller et à avoir des comportements étranges et imprévisibles. Il se laisse pousser la barbe, il appelle à 2h du matin des anciennes connaissances avec lesquelles il n'a plus de contact depuis 10 ans. Il souffre de troubles bipolaires passant de la joie à la colère très rapidement et se fait finalement interner en hôpital psychiatrique. C'est très dur pour David, car lui aussi a été interné dans un service psychiatrique lorsqu'il avait 16 ans. Les 3 frères ont une enfance et une adolescence très difficiles, se faisant donc suivre par un psychiatre. Edward passe 3 semaines à l'hôpital avant de retourner travailler au restaurant, mais un jour il n'y s'y rend pas. Inquiet, David, habitant la maison d'en face d'Eddie, appelle sa femme pour qu'elle vérifie si Eddie est encore chez lui. Et cette dernière fit une découverte bouleversante. Elle découvre le corps d'Eddie sans vie. Il a mis fin à ses jours en se tirant une balle dans la tête, laissant ses 2 frères dans une détresse profonde. Ce drama marque un tournant, Robert quitte le monde des affaires et s'éloigne du public. David, de son côté, devient militant actif pour la reconnaissance des abus ethniques dans la recherche scientifique. Leur lien ne disparaît jamais totalement, mais il change. D'une fraternité fusionnelle, ils passent à une relation plus mature, marquée par le deuil, la résilience et une volonté de comprendre l'injustice qu'ils ont vécue. Pour eux, cette histoire n'est plus un conte médiatique, mais un traumatisme profond à réparer. Au milieu des années 1990, à l'université de Columbia, Lawrence White, auteur et journaliste, travaille sur l'histoire de jumeaux élevés séparément pour le New Yorker. Et lors de ses recherches, il tombe sur un article scientifique qu'il qualifie lui-même d'obscur. L'étude psychanalytique des enfants. Cette étude fait référence à une étude secrète réalisée sur des frères jumeaux monozygotes, c'est-à-dire ayant partagé le même œuf, donc pour simplifier de vrais jumeaux, qui ont été séparés à leur naissance pour les besoins d'une expérience scientifique, et tous ces bébés venaient d'une seule et même agence, l'agence Louise Wise Services. Lawrence White ne tarde pas à faire le lien entre cette expérience et les triplés. Il décide donc de contacter Robert pour lui raconter la vérité. Les triplés et le monde entier découvrent qu'ils sont ni plus ni moins qu'une expérience scientifique. Donc derrière la séparation des triplés se cache une expérience scientifique orchestrée par un éminent psychiatre new-yorkais, Peter Neubauer, directeur des archives Sigmund Freud. Il est la figure de proue de la psychiatrie aux États-Unis. Cette étude est financée en partie par l'agence Louise Wise Services. L'objectif, étudier l'effet de l'environnement sur le développement humain en séparant des jumeaux et triplés à la naissance pour les placer dans des foyers de classes sociales différentes. Robert, David et Edward ont été délibérément séparés sans que leur famille adoptive ne soit informée de l'existence de frères biologiques. Pendant leur enfance,
les 3 garçons ont été régulièrement visités par des chercheurs, prétendument venus évaluer leur développement. Ils faisaient apparemment partie d'une étude qui a pour but d'étudier le comportement des enfants adoptés. On les filmait, on notait leur comportement, leurs réponses émotionnelles, leur aptitude motrice, leur manière d'interagir avec leur environnement. Le tout dans une logique strictement expérimentale. Le pire, c'est que les triplés n'ont pas été les seuls à être séparés. Suite à la publication de l'article de Lawrence Wright, d'autres jumeaux et jumelles se sont retrouvés comme Paula et Elise. Cependant, même à l'heure actuelle, on ne sait pas combien d'enfants ont été impliqués dans cette étude. Il serait question de 6 à 8 enfants, mais rien n'est sûr. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que tous les enfants de cette étude ont souffert de troubles psychologiques et de dépression, tout comme leurs parents biologiques. Certains chercheurs se demandent donc si cela n'a pas été intentionnel de séparer des bébés qui avaient des parents avec des problèmes mentaux dans différentes familles et environnements pour voir si les troubles psychologiques sont héréditaires. D'autant plus qu'Edward n'a pas été le seul enfant séparé à la naissance à avoir mis fin à ses jours. Lawrence Perlman, qui a participé à cette étude et qui a côtoyé les triplés pendant 1 an, réfute l'hypothèse que cette étude était en fait une étude sur la santé mentale. D'après lui, cette étude avait pour unique but d'étudier les différences et les pratiques d'éducation au sein de différentes classes sociales et voir dans quelle mesure cela affectait le développement de l'enfant. D'ailleurs, pour avoir une mesure de référence, la Louise Way Services avait déjà placé un autre enfant au préalable dans ces familles. Les triplés ont chacun une sœur plus vieille qu'eux, qui a elle aussi été adoptée. Mais pourquoi cette étude, qualifiée d'inhumaine par plusieurs spécialistes après coup et qui n'a jamais été publiée, a-t-elle bien pu être réalisée? Natasha Josefowitz, assistante de Peter Neubauer, ne travaillant pas sur ce projet, confie que le psychiatre a dédié sa vie à améliorer la vie des enfants et que cette étude avait pour but de régler le débat une fois pour toutes, d'inné ou d'acquis. D'après elle, les résultats ont dépassé leurs prédictions. Jamais il n'aurait pensé que les caractéristiques qui construisent notre personnalité soient autant héréditaires. Cette étude remet clairement en question notre libre arbitre, car si nos goûts, notre carrière, nos manières et tant d'autres choses sont décidés par notre code génétique, mais alors sur quoi avons-nous de l'emprise? Neubauer aurait considéré que ces résultats étaient trop sensibles et bouleversants pour les publier. Et d'après Lawrence Wright, qui a réussi à l'interviewer, des personnes influentes seraient impliquées dans cette affaire et c'est pour ça que le psychiatre ne voudrait pas publier son étude. En 2004, avant sa mort, il confie les archives à l'université de Yale, qui resteront sous scellés jusqu'en 2066. Il n'y a pas moins de 66 cartons contenant des informations sur cette étude. De nombreuses familles et de nombreux journalistes ont tenté d'accéder à ces documents en vain. Même les triplés eux-mêmes se sont vus refuser l'accès à leur dossier complet. L'institution a partiellement ouvert quelques archives, mais quasiment incompréhensibles et inutilisables. Mais suite au documentaire Three Identical Strangers, les archives ont été rendues publiques. Malheureusement, elles n'apportent pas de conclusion formelle. Elles ont été remaniées afin de protéger l'identité des cobayes, et d'après Lawrence Perlman, il y a au moins 4 enfants qui ignorent qu'ils ont des jumeaux. L'histoire des triplés a donc inspiré le documentaire Three Identical Strangers, réalisé par Tim Wardle et présenté au festival de Sundance en 2018, où il a remporté un prix spécial du jury. Ce film relance le débat sur l'éthique scientifique, l'autorité parentale et le droit des enfants. Après la sortie du documentaire, l'opinion publique a été choquée. Les témoignages de psychologues et d'anciens collaborateurs de Neubauer ont révélé l'étendue du projet. Plusieurs paires de jumeaux avaient été séparés et étudiés dans le même cadre. Ce n'était pas un cas isolé, c'était un protocole. Peter Neubauer est décédé en 2008, sans jamais s'excuser publiquement. Certains de ses collaborateurs ont défendu l'étude comme étant légitime selon les standards de l'époque. Dans les années 1960, séparer des enfants n'est pas considéré comme quelque chose d'horrible. Mais pour beaucoup, elle reste un exemple effrayant de ce que la science peut faire lorsqu'elle se détache de la compassion humaine. L'affaire a depuis été étudiée dans les universités, les écoles de journalisme et même en droit. Elle est devenue un symbole des dérives scientifiques, de l'absence de consentement éclairé et du pouvoir immense, parfois déconnecté, de la recherche sur les vies humaines. L'expérience Neubauer restera dans l'histoire comme un cas d'école, non pas pour ses résultats scientifiques, mais pour le préjudice humain qu'elle a causé. Elle soulève des questions toujours actuelles, jusqu'à où la recherche peut-elle aller? Que vaut une vie humaine face à une hypothèse? Et surtout, peut-on expérimenter sur des enfants sans leur consentement, au nom de la science? Les triplés de l'affaire Neubauer nous rappellent que derrière chaque sujet d'étude, il y a un individu, un destin, une souffrance. Leur histoire, aussi incroyable que tragique, restera un avertissement poignant sur les dérives de la recherche déshumanisée. Et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, demandez-vous, que feriez-vous si vous découvriez demain que vous avez été l'objet d'une expérience secrète? Que tout ce que vous pensiez savoir de votre vie n'était qu'un scénario planifié par d'autres?